Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser une fonction en utilisant la descente de gradient. Donc, on utilisera cette descente de gradient pour les réseaux de neurones. Donc, on va d'abord voir ce qu'est le gradient. Ensuite, on va voir, et la descente de gradient, on va voir une manière de calculer ce gradient avec les graphes de calcul. Donc, très intuitif, je trouve, et assez facile à faire. Ensuite, on va voir comment implémenter ces graphes de calcul avec une toute petite implémentation en Python. Et pour terminer, on verra la notion de tensor. Donc un tensor, c'est juste une généralisation des matrices. Mais ça apparaît tout le temps dans les librairies qui permettent de faire justement utiliser pour les réseaux de neurones. Donc on va tout d'abord regarder la définition du gradient sous Wikipédia. Donc le gradient, c'est un vecteur. Donc là, il nous représente une fonction, alors cette fonction qui est là. Et en fait, le gradient, ça va être juste les dérivées partielles, comme on voit ici, de la fonction par rapport à chaque coordonnée. Donc là, ici, c'est une fonction de x et de deux variables, x1 et x2, mais de manière générale, on fait les dérivées partielles jusqu'à de x1 à xn. Donc comment le gradient, en fait, on le voit en bleu ici sur la figure, ça représente en fait, si on regarde par exemple cette flèche-là, ça représente la direction qu'il faut suivre. Donc quand on est sur ce point-là, alors toc, si on monte, on va mettre en jaune par là, on va imaginer c'est à peu près là. Ben là, ça nous dit en fait en x1 et en x2 comment va falloir se déplacer pour augmenter cette fonction-là. Donc là, si on suit, on va aller se déplacer sûrement à peu près par là sur la courbe. Donc on voit bien qu'on va dans la direction qui augmente la fonction. Donc on va voir que nous, ce qui nous intéressera en fait, c'est pas d'augmenter la fonction, parce que la fonction qu'on aura, ça sera une fonction d'erreur. Donc nous, typiquement, ici, ça représentera l'erreur, et donc nous, on voudra descendre sur cette fonction. Mais bon, c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans la direction opposée du gradient. Donc là, on a la définition. Donc dans un repère orthonormé, le vecteur gradient pointe dans la direction où la fonction croît le plus rapidement. Et son module est égal au taux de croissance dans cette direction-là. Donc bien sûr, c'est localement. Mais voilà, donc c'est ce qui nous intéresse. Grâce à ça, en fait, on sait par où aller, comment augmenter ou diminuer le plus efficacement possible, localement bien sûr, notre fonction. Donc si on regarde maintenant comment on va faire justement pour calculer ce gradient. Mais alors, juste avant ça, je vais vous présenter encore deux petites courbes, une plus facile en une dimension et une autre en deux dimensions, pour bien préciser les notions que je viens de montrer là. Ok, donc on prend ce graphe, cette fonction, et là ici j'ai représenté l'erreur, et ici on a un seul paramètre, c'est W. On pourrait imaginer que c'est le poids, un des poids de notre réseau de neurones. Et donc là on regarde ici en ce point-là, donc notre paramètre W vaut 2. Donc si on regarde en fait la dérivée partielle, bon ici c'est la dérivée, il n'y a qu'une seule variable, et ben elle nous indique en fait elle est négative ici la dérivée, donc hop, on descend ici. Et donc si on suit le gradient, donc le gradient il nous fait aller dans cette direction-là, donc ici la flèche est plus ou moins grande suivant l'amplitude là. Et bien si on regarde bien, si on va dans cette direction, si on change W par là, on voit bien que la fonction augmente. Donc nous, c'est pour ça que j'ai indiqué la direction là, la direction opposée va nous faire aller vers une erreur plus petite. Alors oui, on verra après que le gradient qu'on obtient, donc il a une direction et une amplitude, donc là vers la droite, et l'amplitude c'est égal à la tangente au coefficient ici, en ce point-là. Mais quand on fera de l'apprentissage, vous verrez, on remettra à jour W. Donc là, ici, on se dirait, on va remettre à jour W par là. On ne va pas aller directement ici, parce que ça peut nous faire des sauts trop grands. On peut imaginer, je ne sais pas, on est comme ça, et là, le gradient est très fort, et ça nous fait aller directement là. Donc on va plutôt faire des petits sauts, en fait. Et généralement, on prendra un petit pourcentage
de l'amplitude. Genre, je sais pas, 0,001 ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra que ça s'appelle un hyperparamètre qu'il faudra gérer. Donc là, ici, ça va nous faire nous déplacer un tout petit peu par là. Et on voit bien qu'on descend sur la pente là. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que ici, donc on va atteindre, si on continue, on va atteindre ça. Ça ne veut pas dire en fait que ça soit le minimum et on pourrait avoir ça de ce côté-là. Mais vu qu'on est parti d'ici, bah on va pas trouver celui-là. Donc si on regarde en 2D maintenant, donc juste pour bien préciser cette notion de gradient. Donc là ici on a une fonction z de 2 variables, donc ça pourrait être notre erreur comme tout à l'heure. Et si on regarde ici, ce qu'on va faire quand on va calculer le gradient, on a vu le vecteur c'est delta z sur, bon, ou e, je vais appeler z ou e pareil, sur delta x. Et pareil, ensuite ici on met la dérivée partielle par rapport à y. Et ça c'est notre gradient. Alors si on regarde, qu'est-ce que ça donne sur cette figure-là? Si vous regardez, ici quand je vais calculer d de z sur d de x, ça veut dire que le y va rester constant. Donc le y, il reste là. Donc on se trouve en fait sur ce plan-là. Et on voit que la fonction qui nous intéresse, donc le x, lui, il peut bouger du coup. Et là, on voit la fonction, c'est ça en fait. Donc on va calculer au point x0, y0, donc en ce point-là. Donc c'est ici sur la courbe. Le gradient par rapport, donc on voit par rapport, c'est la tangente par rapport à cette courbe jaune. Et là, ici, la tangente, elle est comme ça, on voit en noir là, hop. Et elle est négative, la pente est négative. Donc ça va nous dire en fait si on veut augmenter la fonction, il faut déplacer, on va mettre ici. Donc ça c'est pour le x. Alors nous, comme on va vouloir diminuer, on va aller juste dans le sens opposé. Maintenant, on fait la même chose pour y0. Donc pour y0, alors je vais effacer ça. Pour y0, maintenant, ça veut dire que c'est, si je veux calculer d de z sur d de y, ça veut dire que x est fixe. Donc hop, on suit ça. Et le y, lui, il peut bouger. Donc la courbe, elle est là maintenant. Dans ce cas de figure, c'est ça. Et ici, pareil, on a la tangente. Et là, encore une fois, c'est négatif, la pente. Donc normalement, pour augmenter la fonction, il faut aller vers la gauche. Mais du coup, pour la diminuer, il faut aller vers la droite. Alors là, je mets une flèche plus petite parce que j'ai l'impression que là, la pente est plus faible qu'ici. Donc ensuite, pour avoir la direction en ce point-là, eh ben, on fait la somme des deux vecteurs. Donc ça ferait ça, plus là. Et là, il nous dirait plutôt d'aller là. Donc là, notre gradient, ça serait ça. Oups. Donc voilà, ça serait là. Donc c'est la direction, il faut changer, du coup, on a vu le x comme ça et le y0 comme ça. Ok, donc voilà pour le gradient. Maintenant, ce qu'on va faire, du coup, juste pour être plus clair, ici, le x0, en fait, on va le bouger. On va faire x0, sa nouvelle valeur, ça va être quoi? On va suivre justement la direction opposée au gradient. Donc ça va nous donner x0, on remet à jour avec moins, donc moins le gradient. Alors généralement ça va être un petit epsilon ou alpha, je vais l'appeler alpha. Donc alpha, un petit paramètre qui est inférieur à 1. Généralement, allez, peut-être pourquoi pas ça, mais ça il faudra le régler, c'est un hyperparamètre. Et là du coup ça serait d de x sur d de z. Donc là, ce sera d de z sur d de x et calculé en x0. Et on fait pareil pour y0.
on va remettre à jour, on va le déplacer, donc dans le sens opposé au gradient. Donc d de z sur d de y et en y0. Donc voilà. Donc voilà les mises à jour qu'on va faire. Et on peut, dans un réseau de neurones, ce n'est pas 2 paramètres qu'on aura, ce sont des millions, voire des milliards de paramètres. Bon, ça peut être moins à vrai dire, mais il y a des réseaux qui ont des milliards de paramètres. Donc on voudrait trouver un moyen de calculer ça assez facilement et on va voir si on peut le calculer efficacement aussi. Du coup, on va regarder ce qu'on appelle les graphes de calcul et on va représenter ici, alors ici ce sont nos éléments de base, nos entrées A et B, donc là ça va être une fonction de A et B. Donc on va regarder déjà qu'est-ce qu'elle représente. Donc ici on a A plus B et on a A plus C fois D, donc C c'est celui-ci, donc ça nous fait donc A plus B fois, et celui-là c'est D, et D ça vaut B plus 1, donc fois B plus 1. Donc voilà le graphe de calcul pour cette fonction de 2 paramètres. Maintenant ce qui est intéressant c'est quand on veut calculer les dérivés, parce que là ce que je voudrais c'est calculer en fait D de E sur D de A pour remettre à jour A, comme on a fait tout à l'heure pour le X et le Y, pour X0 et Y0. On voudrait aussi calculer D de E sur D de B. Mais on va voir qu'avec un graphe de calcul, en fait, on va pouvoir calculer des dérivés que étape par étape. Et ensuite, on va combiner les chemins. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, si on regarde, en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer la dérivée de ce nœud-là par rapport à ce nœud-là. Donc là, ici, c'est comme c'est indiqué là, D de E sur D de C. Et alors ici, pour l'exemple, on a mis en entrée A égale 2, B égale 1, donc on fait tous les calculs. Ici, on a C égale 3, on a D égale 2, et au final, on a E égale 6. Et la dérivée ici, donc si on fait D de C fois D sur D de C, ce nœud-là, donc je fais l'expression dans ce nœud-là par rapport à ce nœud-là. Donc ici, ça nous donne quoi? D de C fois D, ça nous fait du coup D. Et alors, D valait 2. Donc c'est pour ça ici qu'on obtient donc D de C fois D. Donc oui, quand on fait une dérivée comme ça partielle, en fait, les autres éléments comme D, c'est fixe. Donc c'est comme des constantes. Donc là, ici, ça nous fait D, et qui est égal à 2. Donc c'est pour ça ici qu'on obtient 2. Et on fait pareil, en fait, donc c'est simple, en fait, c'est juste d'un nœud sur le précédent. Donc là, ici, on aura D de E sur D de D, donc D de C fois D sur D de D. Là, encore une fois, c'est comme une constante, donc c'est égal à C, et C vaut 3. Donc c'est pour ça qu'on obtient 3 ici. Et vous voyez, on fait pareil à chaque fois. Donc je vais refaire encore celle-là, c'est D de C, donc A plus B sur D de A. Donc c'est 1. Donc c'est ça, je l'aurais écrit là. Donc ça encore, c'est comme une constante, donc ça fait bien 1. On obtient pareil de ce côté-là, et là, c'est la même chose, c'est 1. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour calculer D de E sur D de A, en fait, il faut suivre le chemin. Il faut multiplier les dérivées partielles qu'on a obtenues sur le chemin. Donc là, ici, si je veux D de E sur D de A, donc on utilise en fait la règle des dérivées composées, des fonctions composées, ou la chain rule en anglais. Et là, du coup, on aura D de E sur D de C fois D de C sur D de A. Donc le dernier ici. Et donc ici, il suffit de faire 2 fois 1. Donc on obtient facilement, ici c'est 2 fois 1 aussi, mais c'est pas que 2 fois 1 en fait, parce qu'il y a 2 chemins. Donc quand il y a 2 chemins comme ça qui reviennent en un nœud, il faut faire une addition entre les deux. Donc là ici ça nous fera 2 plus 3. Donc ici on va avoir 5 qui arrivent ici, et on va avoir 2 qui arrivent là. Donc si on voulait remettre à jour A, il suffirait de faire A donne l'ancienne valeur moins, comme tout à l'heure, alpha par exemple, 2.
Alpha étant une petite valeur inférieure à 1, entre 0 et 1. Et là, pareil, on devrait faire B donne B moins alpha fois 5. Donc c'est facile en fait. On voit en plus que c'est linéaire. Le calcul est linéaire. Il n'y a pas besoin de faire toutes les combinaisons de chemins qui arriveraient à un point. Par exemple ici, si ça continuait, imaginons qu'on ait ça. Ça, 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 ça repart ici, ça repart là. Je n'ai pas besoin de faire ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin-là. Je n'ai pas besoin de faire toutes ces combos de calcul. C'est juste vraiment étape, c'est juste 2 par 2. Donc on voit que c'est linéaire. Et ensuite, quand on calcule la dérivée pour calculer en un point ce qui arrive, bah, suffit de regarder ce qui arrive au-dessus. Donc on part en fait, on verra qu'on va faire un ordre topologique, on verra dans l'implémentation, et ça va se calculer de manière linéaire aussi. Donc c'est une façon très efficace en fait de trouver toutes les dérivées partielles. Donc c'est linéaire en la taille du réseau. Ce qui est important quand on a des réseaux aussi de neurones profonds, où il y a vraiment beaucoup de paramètres. Donc ok, pour voir si on a bien fait les calculs, on va regarder ici. Donc là, il nous indique bien delta E sur delta E, c'est bien 1. Nous, ce qu'on avait calculé précédemment, celui-là c'était bien 2, celui-là c'était bien 5. Celui-là c'est 3, c'est juste la valeur qui est ici. Donc ouais, on ne s'est pas trompé. Donc ici, je rappelle, c'est 2 fois 1, on obtient ça. Ici, on a 2 fois 1 plus 3 fois 1, on obtient bien 5. Et celui-là, c'est celui-là. Et celui-là, c'est celui-là. Donc voilà, donc on peut faire des fonctions complexes. Il suffit d'assembler 2 par 2 en fait. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est une autre fonction. Je vais donner des exemples là-dessus pour regarder même la petite librairie de différenciation automatique. Donc ce que je vous présentais là, donc quand on va regarder l'autograde, comment implémenter justement ce graphe de calcul. Donc je vais reprendre une autre fonction. Donc on va s'intéresser à une fonction linéaire à x plus b. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est apprendre les paramètres a et b. Donc on va nous donner un ensemble de points, donc un ensemble d'apprentissage. Donc je vais dire par exemple pour x qui vaut... Alors je vais prendre une fonction très simple, vous allez voir. Donc je vais dire que d doit valoir... Donc d c'est la sortie désirée de la fonction. Je vais appeler d. Donc ici on a une fonction f de x. Et en fait, on ne connaît pas les paramètres a et b. On sait juste, en fait, on nous donne un ensemble d'apprentissage en disant pour x vaut 1, quelle est la valeur désirée de la fonction. Donc là, on va dire que c'est 2. Ensuite, on va dire pour x vaut 3, par exemple, on va prendre d égale 6. Donc, vous avez remarqué rapidement que ce que je fais juste, c'est x2. Donc b vaut 0 et a vaut 2. Et x, ensuite, on va lui donner ça comme exemple. Allez, un petit dernier pour la route. Et du coup, d vaut 20. Donc ça va être notre ensemble d'apprentissage. Donc si on fait le graphe de calcul de cette fonction-là, ça donne quoi? Donc ça va nous donner a ici. Ensuite, donc on va mettre, on a le x et on a le b. Donc ici, on a x. Ensuite, on va avoir un e fois. Ensuite, on a b ici. On a un e plus. Ensuite, ça c'est bien la sortie, c'est bien f de x. Par contre, ce qui nous intéresse en fait, c'est maintenant d'essayer d'approcher au mieux cet ensemble d'apprentissage. Donc, comment faire utiliser la descente de gradient, le gradient, pour essayer de faire en sorte que les A et les B ils soient bien sur cet ensemble d'apprentissage. Ce qu'il faut rajouter en fait dans ce graphe de calcul, c'est une notion de lui dire quand c'est pour donner l'erreur en fait.
Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de diminuer, de se déplacer pour diminuer la fonction d'erreur. Donc là, ici, il faut que je rajoute quelque chose qui représente l'erreur. Donc là, ce qu'on va utiliser, en fait, on va utiliser la formule suivante. On va dire que l'erreur pour nous, ça va être ce que rend notre fonction actuellement avec les paramètres a et b actuels, donc f de x moins d, et on va mettre ça au carré. Donc ça va représenter l'erreur. Donc nous, on va essayer, en fait, la descente de gradient plutôt, va essayer de diminuer cette erreur, et donc va faire en sorte de modifier les paramètres a et b pour que ça fasse ça. Donc l'erreur, on va la faire aussi sur... on verra après, on va cumuler l'erreur sur tous les exemples. Mais là, du coup, ce que je vais juste rajouter, c'est compléter avec cette formule-là. Donc ici, il va y avoir d qui va apparaître. Alors, donc on fait le moins. Il nous manque un nœud pour faire au carré. Hop, on rajoute. Et là, ce nœud-là, en fait, il représente bien l'erreur. L'erreur, elle est là. Donc ici, on avait la fonction f de x qui était là. Et là, on rajoute ça pour créer l'erreur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une descente de gradient là-dessus. Donc on va faire notre graphe de calcul. On va compléter le graphe de calcul. Alors, juste pour vous représenter ce que ça fait, ça, on va regarder une petite appli. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de la régression linéaire. Donc on a un ensemble de points et on va essayer de trouver une droite qui passe au mieux, qui minimise en fait l'erreur que je viens de montrer. Donc en fait, on voudrait que la somme de ces choses-là au carré, donc ça au carré plus ça au carré, soit le plus petit possible. Donc là, si on met un point là, par exemple, ça fait remonter, etc. Donc voilà, on va essayer de trouver les bons coefficients de la droite, donc le A et le B, pour que l'erreur soit la plus petite possible. Alors si vous voulez des informations supplémentaires sur la régression linéaire, vous pouvez aller voir ce site-là. Il explique que d'ailleurs pourquoi on utilise, alors c'est la méthode qu'on appelle des moindres carrés. Donc ce qu'on est en train de faire, vous voyez là, c'est pareil ici de ce que je présentais. On a un autre ensemble d'apprentissage où à 1 on associe 2 à 2, 3, 4, 7, etc. Et on essaie de minimiser cette formule-là. Donc ça c'est l'équation de notre droite. Et ici c'est la sortie désirée. Donc sur l'ensemble d'apprentissage, on veut minimiser l'erreur. Alors on verra aussi que dans les réseaux de neurones, en fait, c'est pas que on va pas qu'avoir un ensemble d'apprentissage, parce que si on peut minimiser l'erreur, on peut surapprendre en fait l'ensemble d'apprentissage. Donc on verra aussi qu'il faut que notre réseau de neurones il généralise. Donc on verra tout ça. Donc oui, et ils expliquent aussi ici pourquoi en fait c'est pas mal d'utiliser. Alors c'est voilà, why list square, c'est pas autre chose, parce qu'on pourrait mettre bien sûr une autre fonction d'erreur. Et là, vous avez une petite explication. Donc, je vous laisse lire ça si vous voulez. C'est là. Donc maintenant, on va essayer de calculer toutes les dérivées là. Alors, pour que ce soit plus simple, on va donner un nom. Donc, celui-là, on a mis E, celui-là, on a mis f de x. Ici, j'ai qu'à l'appeler différence. Celui-là, m comme multiplié. Et on est bien. Donc maintenant, il faut juste faire le passage de là à là. Donc là, ce qu'il faut calculer, c'est DE sur DDIF. Et DE, c'est égal à quoi? Donc E, c'est égal à DIF au carré. Donc DE sur DDIF, c'est égal à 2 DIF. Donc ici, on a 2 fois DIF. Donc 2 fois la sortie de ce nœud-là. Maintenant, ici. Donc ici, c'est delta DIF sur delta D. Et diff, c'est quoi? Donc diff, c'est égal à
f de x moins d. Donc si on fait la dérivée de ça, ça va nous donner moins 1. Donc ici on a moins 1. Ok, parce qu'on considère f de x comme une constante. Ensuite ici, c'est delta diff sur delta f de x. Et du coup, c'est reparti. Donc c'était pareil qu'ici. Donc cette fois-ci, c'est ça qui est considéré comme constante. Donc cette fois-ci, c'est 1. Donc ici, ok. Donc maintenant, il nous reste cela. Donc ici, c'est delta f de x sur delta b. C'est égal à quoi? F de x, on l'a ici. Donc par rapport à delta b. Donc c'est 1. Ensuite, ici, on a delta f de x sur delta multiplié. Donc f de x est là, le m c'est ça, c'est a fois x. Donc c'est tout ça le m. Donc en fait, ça nous fait 1. Ensuite ici, on a d de m sur delta a. Le m c'était ce truc-là, donc ça fait x. Et ici, on a delta m sur delta x. Le m, c'est encore tout ça, donc c'est a. Donc vous voyez, avec quand il y a un fois, ça switch en fait les deux. Le a se retrouve là, le x se retrouve là. Et quand c'est un plus, en fait, c'est des 1 qui vont être là et là, à chaque fois. Donc c'est bon, on a calculé. Et si jamais je veux calculer d de e sur d de a, par exemple, pour remettre à jour le coefficient a, eh ben, il suffit de faire toute la chaîne là. Ça, donc on aurait 2 fois diff fois 1 fois 1 fois x. Et pareil. Donc à chaque fois, on suit le chemin. Donc là, on n'a pas des chemins qui reviennent ensemble. On n'a pas ce cas de figure-là, qui se rejoignent. Donc bien sûr, ce qu'il va falloir faire après, en fait, c'est mettre le x égale 1, ici. On calcule tout avec les paramètres a et b actuels. Ça nous donne toutes les valeurs au nœud. Par exemple, diff, maintenant, ça vaut vraiment quelque chose de concret. Et après, on remet à jour a. Alors, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va cumuler le gradient dans les exemples que je vais donner. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire, on laisse le a et le b fixe, on met le x est égal à 1, on fait tout le calcul, on calcule la dérivée, donc on trouve le gradient, on va trouver d de e sur d de a, on va trouver d de e sur d de b. Ensuite, je ne modifie pas encore a et b, je passe en revue le deuxième. Et donc je mets x égale 3 maintenant, je repropage tout. Et ça me donne les valeurs à chacun des nœuds. Et je refais les dérivés. Donc je continue. Donc là j'avais obtenu, on va l'appeler D1 par exemple. On avait obtenu DA de 1 par exemple. DB de 1. Ensuite, pour le deuxième exemple, on aura DA de 2, DB de 2. Ensuite, on passe au troisième exemple. Donc cette fois-ci, je mets à la place de ça, je mets 5. Ça recommence. La sortie désirée, c'était 10. J'ai fait tous les calculs. Je fais les dérivés en suivant les liens. Et ça me remet la dérivée d de e sur d de a. Donc celle-là, on peut l'appeler d de a3. Pareil pour b, d de b3. Et on fait un dernier exemple. Et on obtiendra d de a4, d de b4. Et ensuite, je remets à ce moment-là a. Je fais quoi? Je fais a donne a moins alpha. Et je fais d de a1 plus d de a2 plus d de a3 plus d de a4 sur 4 pour ne pas être dépendant du nombre d'exemples. Et donc là en fait, j'ai pris vraiment tous les exemples de
mon ensemble d'apprentissage, pardon, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Généralement, si l'ensemble d'apprentissage est très grand, ce qu'on va faire, c'est prendre des petits batchs en fait. Donc par exemple, je sais pas, 32, 64 éléments par bloc. Donc ça permet de faire, au lieu de prendre tout le gros ensemble, ça permet de faire plus de mise à jour du réseau et ça permet d'envoyer sur le GPU des plus petits blocs. Mais voilà, on gagne en plus en nombre de mise à jour du réseau. Alors on fait pareil pour B, ensuite ça serait exactement la même chose. B donne B moins alpha et comme ici, sauf avec les B. Donc voilà, donc on a cumulé les gradients sans changer les paramètres et après on change le paramètre. Et on divise ici par le nombre dans notre batch pour pas être dépendant de ce nombre justement et de devoir gérer le alpha différemment à chaque fois. Donc voilà, on a fait un exemple complet. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est voir comment implémenter ce truc-là.